Personne n'a voulu m'écouter quand j'ai essayé de sauver cet arbre. On ne veut jamais m'écouter. Il faut remplacer les trésors qui étaient ici depuis toujours. Il y a peu de temps, mon frère aîné est mort. Pourquoi est-il mort? Il est mort parce qu'il a voulu défendre notre terre, nos cours d'eau et notre manière de vivre. Voilà pourquoi il est mort. Oui, je suis le dernier. Je m'appelle Mathias Klum. Cela fait plus de 20 ans que je travaille comme photographe et réalisateur dans différents pays à travers le monde. Quand j'ai découvert Bornéo, je suis aussitôt tombé amoureux de ses forêts tropicales et de ses animaux. La biodiversité de cette île est une des plus riches au monde. J'avais 20 ans à l'époque. C'était en 1988. La destruction de ce trésor naturel avait déjà commencé. Lors de mon premier séjour à Bornéo, j'ai accompagné un chasseur à la Sarbacane dans la forêt. Il était semi-nomade, vivait une partie de son temps dans la forêt et l'autre dans un village. Il me fascinait et m'impressionnait profondément. À son contact, j'ai compris que les connaissances sur l'environnement ne devaient pas se limiter à des études et des mesures effectuées en milieu universitaire ou des théories conçues dans des laboratoires. J'ai découvert un mode de vie culturel et spirituel basé sur la connaissance pratique de la médecine, ainsi que sur l'art de s'alimenter et de survivre dans la nature. Cette expérience m'a comblé d'une façon indescriptible. Elle m'a marqué à jamais. La forêt tropicale est un chef-d'œuvre de la nature. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour la façonner, et nous sommes en train de l'anéantir en l'espace de quelques décennies. Les pénanes qui vivent dans ces forêts suscitent peu d'intérêt. Or, nous pourrions en apprendre beaucoup sur le mode de vie des premiers hommes, à l'époque lointaine où ils vivaient encore de la chasse et de la cueillette. Les pénanes sont un des maillons de notre longue évolution. À ce titre, ces témoins vivants de notre lointain passé méritent d'être respectés comme tout être humain. Ce peuple doit-il disparaître pour qu'on s'intéresse à lui ? Je suis content de pouvoir raconter ma version des choses. J'espère qu'on nous aidera à faire aboutir nos revendications, qu'on nous soutiendra pour protéger les forêts dont nous avons besoin pour vivre, pour mener la vie qu'on mène depuis toujours. Quelqu'un doit nous aider à défendre ce qu'il reste de nos forêts. C'est ici que je suis né. C'est ma patrie. C'est ici que j'ai joué quand j'étais enfant. C'est ici que j'ai appris à chasser et à tuer des animaux. C'est ici que j'ai rencontré ma femme. C'est ici que mes enfants ont vu le jour. Je m'appelle Tebaran. Je suis un Pénan.
Ce territoire m'appartient depuis très longtemps. C'est mon père qui me l'a légué. C'est ici que mon père est mort, que ma mère est morte et que mes grands-parents sont morts il y a bien longtemps déjà. Nous sommes originaires de cette région de rivières, de ces forêts, de ces montagnes, depuis très longtemps. Mon père est mort quand j'étais très jeune. Je ne sais pas grand-chose de lui. Ma mère est morte peu de temps après lui. Quand l'un de nous meurt, son compagnon ou sa compagne meurt peu de temps après. Le chagrin nous rend plus vulnérables aux maladies. J'ai une sœur plus âgée et un frère plus âgé aussi. Mon frère m'a appris à utiliser la sarbacane pour chasser des oiseaux et d'autres animaux. Si nous, les Pénanes, sommes obligés de vivre à un endroit fixe, nous ne pourrons plus subvenir à nos besoins. Nous ne sillonnons pas la forêt sans but. Nous avons une très bonne raison de le faire. Nous voulons nous nourrir. Pour trouver de la nourriture dans la forêt, nous nous déplaçons en cercle. Nous revenons toujours aux mêmes endroits. Nous y retrouvons toujours de quoi manger. Même les animaux y reviennent. Nous sillonnons la forêt, mais toujours dans un territoire délimité. Et quand nous nous déplaçons, nous avons toujours besoin d'eau claire et pure. Si l'eau est boueuse, c'est un gros problème pour nous. On peut en mourir, parce que l'eau boueuse est imbuvable. La vie de Tebaran est un voyage qui nous ramène des milliers d'années en arrière. Sa sarbacane et ses fléchettes empoisonnées, sa vie de nomade, ses lobes d'oreilles qui pendent, ses aptitudes qui sont indispensables pour nourrir sa famille. Les Pénanes ont toujours mené une vie à l'écart, bien loin de notre vision du monde. Ils échangent parfois les produits forestiers contre du métal pour fabriquer les pointes des fléchettes et contre des lames pour faire des couteaux et des machettes. Aujourd'hui, ils acquièrent aussi des briquets. J'ai vu cette femme et j'ai senti qu'elle pouvait devenir mon épouse. J'ai donc décidé de tenter ma chance. Quelque temps plus tard, nous savions que nous nous aimions. Nous en avons informé les anciens. Ils nous ont donné des conseils. Ils nous ont expliqué comment il fallait vivre en couple. Et ils nous ont dit que nous ne devrions pas nous quitter, que nous aurions à veiller toute notre vie l'un sur l'autre. C'est comme ça que tout a commencé pour nous. Il y a des années, la toute première fois que j'ai goûté de la bouillie de sagou, le goût ressemblait à de la colle à tapisser brûlée. Bizarrement, on finit par s'y habituer. Lors des occasions spéciales entre amis, elle peut même être savoureuse. C'est une très grande menace pour nous, les Pénanes. Je dis la vérité. S'il est vrai qu'ils vont construire un barrage sur le Tuto, notre peuple est condamné à mourir. Voilà ce que je dis. Quelqu'un veut-il me contredire? Vous devez tous être d'accord avec moi.
Le théba, ma coupe de cheveux, je ne l'ai jamais changé. Mon collier de perles, je ne cesserai pas de le porter. Les selungan, les bracelets que je porte aux bras et aux jambes, je ne cesserai pas de les porter. Le tchawat, le pagne, lui non plus, je ne cesserai jamais de le porter. Ce sont toutes les affaires que je porte, comme mes aïeux les ont portées avant moi. Je ne changerai rien à la tradition, je ne changerai jamais mon apparence. Depuis mon premier séjour à Bornéo, il y a près de 20 ans, j'ai eu le bonheur d'observer un grand nombre d'espèces exceptionnelles. Des varans de Bornéo, des orang-outans, des gibbons et des argus géants. Toutes ces espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Des camions roulent en cahotant sur des chemins poussiéreux pour gagner les sites d'entreposage. Là, les troncs sont chargés sur des chalands qui les transportent jusqu'à la côte. Après avoir transité avec de faux documents par différents réseaux commerciaux, le bois précieux est transporté en Chine, dans le port de Zhongyang, non loin de Shanghai. Le trafic du bois rapporte des fortunes. Il pèse bien plus lourd que la vie des indigènes de Bornéo. Et pour alimenter ce trafic, les forêts de Tebaran sont anéanties à jamais. La déforestation effrénée n'est qu'un versant du problème. Selon le gouvernement de Bornéo, l'abattage illégal entraîne chaque année 1,5 milliard de pertes. De 1985 à 2002, 56% des forêts protégées du sud de Bornéo ont été abattues par des bûcherons illégaux. Les arbres, tous les mératos, tous les djites, ces grands arbres d'autrefois, ces arbres dont se nourrissaient les oiseaux et beaucoup d'autres animaux, tous ces arbres que nous n'avons jamais abattus, il n'y en a plus aujourd'hui. J'ai beau expliquer les choses de différentes manières, j'ai beau négocier avec les bûcherons, ils ne font aucune pause. Ils n'en ont jamais assez. Ils n'arrêtent jamais.
Tout ce qui vit ici sera mort avant que les marchands de bois en aient fini avec la forêt. Les autres Penan vénèrent Tebaran comme un être hors du commun. C'est un véritable Penan Tana, un Penan des forêts. Les choses changent tellement vite ici. Lorsqu'un clan de Penan est contraint à la sédentarisation, ses membres oublient en quelques années une partie des aptitudes indispensables à la survie en forêt. Le monde moderne corrompt les Penan sans leur offrir de compensation en retour. J'ai cherché par tous les arbres appelés Tadjem. Partout, ils ont été abattus. J'ai parlé avec d'autres Penan, même des Penan sédentaires. Je leur ai demandé s'ils avaient encore vu des Tadjem. Ça fait très longtemps que nous vivons ici. Bien avant la vie de mon père, bien avant la vie de mes aïeux, bien avant mon père qui m'a procréé, bien avant mes grands-parents. J'ai toujours vécu ici. Mon père a vécu dans cette forêt. Ensuite, moi, j'y ai vécu. Autrefois, il y avait des poissons dans le Tépan. Quand les bûcherons sont arrivés, la rivière est devenue boueuse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à manger pour les Penan. On n'a plus de quoi se nourrir. Il n'y a plus de poissons à pêcher. Nous ne pouvons plus préparer le sagou, plus chasser d'animaux. Voilà la situation aujourd'hui. Ce que je dis est vrai. C'est la pure vérité. Mon petit-fils Koyat. Quand je parle à la compagnie qui coupe les arbres, je ne pense pas seulement à Koyat, je pense à mes enfants, à mon petit-fils et à mes futurs arrière-petits-enfants. J'ai dit à la compagnie, ici, il y a une tombe. Je leur ai parlé des tombes. La tombe de mon père se trouve à Babouang. Celle de ma mère est là-bas aussi. Elles ont été détruites toutes les deux. Je ne l'ai pas su parce que je sillonnais la forêt. Aujourd'hui, toutes les tombes sont détruites et je ne sais même pas qui l'a fait. Voilà ce qui s'est passé.
Jusque dans les années 60, la plupart des Pénanes étaient nomades. Ils déménageaient toutes les 2 semaines pour permettre aux ressources de la forêt de se régénérer. Vivant en petits groupes, les Pénanes récoltaient le sagou, chassaient des sangliers et d'autres espèces, et cueillaient du rotin pour fabriquer des nattes et des paniers. Quand les ressources d'un site déclinaient, ils allaient s'installer ailleurs. Ils n'y revenaient que quelques années plus tard, recommençant ainsi leur cycle de chasse et de cueillette. Cette stratégie permettait aux Pénanes de subvenir à leurs besoins tout en protégeant la forêt. Nous avons 3 méthodes. Nous utilisons notre ouïe, notre odorat et nous lisons les traces. C'est comme ça que nous repérons les animaux. Pendant des millénaires, les premiers habitants de Bornéo étaient tributaires de la forêt pour subvenir à la plupart de leurs besoins. Nourriture, fibres, bois et bien d'autres choses. Ils développèrent des méthodes ingénieuses pour exploiter les nombreuses ressources forestières sans mettre en péril l'équilibre de cet écosystème complexe. Que ce soit pour la chasse ou pour récolter du rotin, les forêts offraient une multitude de produits à ses habitants. Itu tajam kurang itu. Tajam itu. Le tadjem est un arbre qui nous est indispensable. Nous utilisons son poison mortel pour chasser les animaux et les oiseaux de la forêt. Nous expliquons à nos enfants ce que nous faisons avec le tadjem. Nous savons que le poison de cet arbre est très toxique. Ils doivent donc savoir l'utiliser correctement. Même mon petit-fils sait tout sur ce poison. Il sait aussi qu'il doit être très prudent. Il doit surtout éviter de se piquer à un tadjem parce qu'il pourrait en mourir. Quand nous partons à la chasse, les petits garçons qui savent utiliser une sarbacane sont capables de décocher une fléchette sur un animal et de le tuer. Quand on abat un animal avec un fusil, il arrive qu'il vive encore et qu'il puisse s'échapper. Quand on le touche avec une fléchette, il ne peut plus aller très loin. Il meurt à cause du poison. C'est pour ça que le tadjem est si important et si utile pour nous. Grâce à cet arbre, nous pouvons tuer les proies dont nous avons besoin pour vivre au quotidien. Le tadjem, même si une petite quantité de son poison arrive dans le sang, une fois qu'il parvient au cœur, on en meurt. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de mal à trouver des tadjem.
c'est un grand problème pour nous. Sans son poison, nous ne pouvons plus chasser les proies qu'on consomme. Notre survie est menacée si nous ne trouvons plus aucun tadjem. Voilà ce que je pense de tout ça. Voilà ce que je ressens au plus profond de moi-même. Lorsque nous allons parler à la compagnie qui coupe le bois, nous ne pensons pas à nous-mêmes, nous pensons à nos enfants et aux enfants de nos enfants, et à la disparition de notre peuple. Voilà ce à quoi nous pensons. Nous ne palabrons pas pour nous, mais pour l'avenir de nos descendants, pour empêcher la fin de nos forêts, pour nos petits-enfants, pour tous ceux qui viendront après nous, mais pas pour nous. Les connaissances ancestrales se transmettent de père en fils, pas par écrit ni par de grands discours, mais en répétant inlassablement les mêmes gestes. Avant l'arrivée des machines, les cris du macaque à queue longue nous étaient très familiers. On entendait souvent les appels de l'argus géant ou ceux du calao. Le midi, on entendait même le silence dans la forêt. La vie des Pénanes est plus ardue que celle de la plupart des autres peuples. Ils n'ont pas de tradition musicale et ne s'autorisent aucune distraction. Mais ils excellent dans l'art de subvenir à leurs besoins quotidiens dans la forêt tropicale. Je n'ai peur de rien. Je défends ces forêts contre tous ceux qui n'ont aucun scrupule.
contre tous ceux qui refusent de nous aider, contre tous ceux qui ne se soucient guère de ce genre de choses. Je suis décidé à défendre ces forêts, ces rivières, avec mon corps. Moi seul, avec mon propre corps. Je suis le seul qui défend encore la forêt. Je vais de plus en plus mal à force de souffrir chaque jour. Ça me rend furieux quand je pense à ce que l'on fait subir à mon peuple. Ma famille, que va-t-elle devenir? Si les bûcherons s'attaquent à notre territoire et bouleversent notre vie, ça provoquera de grands problèmes pour mon épouse, mes enfants et mon peuple. Ça me met terriblement en colère et ça me rend malade aussi, cette forêt qu'on détruit. Si la forêt disparaît, mes enfants et mes petits-enfants ne seront plus capables de trouver de la nourriture sur le territoire où nous vivons. « 75% des forêts tropicales des plaines ont déjà été rasées. Le peuple de Tebaran se bat pour survivre. Les Pénanes qui ont été installés de force par les autorités dans des villages souffrent de faim et de honte. Tebaran, lui, refuse de quitter ce qu'il reste de sa forêt, son seul moyen de subsistance. Non loin du camp de Tebaran, des bulldozers empilent des centaines de troncs. Ils appartiennent à une des compagnies forestières les plus grandes et les plus agressives de Malaisie. Des arbres qui ont mis des décennies à grandir sont abattus en quelques minutes. La clairière ainsi créée accueillera probablement une plantation de palmiers à huile. Aujourd'hui, on n'entend quasiment rien d'autre que le vacarme des bulldozers. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est le hurlement des moteurs, des camions, des machines, tous les jours. Tous les jours, les machines, tous les jours, les camions, et le vacarme de tous leurs travaux. Il n'est plus possible de mener une vie normale. Il n'est plus possible de songer au bon vieux jour, de se dire « Voici un bon endroit pour s'abriter. Ici, mes oreilles vont pouvoir se reposer. » Non, ce n'est plus possible maintenant. Nous sommes sourds, complètement sourds. À cause du bruit des tronçonneuses, à cause du vacarme des bulldozers, à cause de tous les poids lourds et les véhicules, à cause de toutes les machines que la compagnie utilise ici. S'ils viennent ici comme les autres sont venus, ils n'apporteront pas d'argent. Ils n'apporteront pas de nourriture. Ils apporteront uniquement la destruction. Par destruction, nous voulons dire que toutes les formes de nourriture dans notre forêt seront complètement anéanties. C'est une très grave menace pour nous, les Pénanes.
La biodiversité des forêts de Bornéo est encore une des plus riches au monde. Elle se caractérise aussi par une relation dynamique et symbiotique entre la forêt de bois dur et une multitude d'espèces animales. Ce système, réglé de façon subtile, est désormais en danger. Les forêts de Bornéo disparaissent. La déforestation forcenée et la perte de biodiversité qui en découle, ainsi que l'accélération du réchauffement climatique, ont poussé les habitants de cette forêt au bord de l'abîme. La destruction massive des forêts tropicales de Bornéo est une des plus grandes catastrophes écologiques engendrées par l'homme. Et elle a lieu maintenant. Les cours d'eau étaient clairs et purs autrefois. Aujourd'hui, ils sont sales et boueux. La terre mise à nu dans les immenses surfaces déboisées est emportée par les pluies diluviennes jusque dans les rivières. Dans les 10 ans qui viennent, l'appétit insatiable des Occidentaux pour les essences tropicales entraînera la disparition totale des forêts de Bornéo. Tebaran ne tiendra pas aussi longtemps. Plus on découvre la vie de Tebaran et de son peuple, plus on réalise que les Pénanes nomades sont condamnés à disparaître. Autrefois, ils étaient 10 000. Aujourd'hui, seule une poignée sillonne encore les forêts. Si les requins de la déforestation continuent de resserrer les taux, les derniers nomades seront contraints de quitter leur environnement naturel. Il n'y a pas que des traces anciennes, on constate aussi des coupes récentes. Les bûcherons abattent tous les arbres sans la moindre distinction. Ils abattent tout, des arbres avec des trous, des arbres sans trous, et même des arbres pourris. Nous trouvons ça intolérable. N'abattez pas les arbres au hasard. Voilà ce que nous disons à la compagnie. Ce n'est pas une façon de travailler. Vous faites n'importe quoi. Nous leur disons, vous en avez déjà fait bien assez. Votre travail est terminé, arrêtez. Voilà ce que nous leur disons, nous les Pénanes. Quels moyens pouvons-nous trouver pour utiliser les ressources de la nature de façon plus durable? Comment assurer le développement et la prospérité des pays sans détruire nos richesses les plus précieuses, sans compromettre notre avenir, sans laisser aux générations futures une terre désolée et inculte? Pour moi, la sédentarisation est un signe de résignation. Notre mode de vie, nos traditions dépendent entièrement de la forêt. Les sédentaires se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus capables de vivre comme avant, d'aller chercher les ressources dans la forêt, de perpétuer notre mode de vie ancestral. Je ne dis pas que je les méprise,
Je dois respecter leurs décisions. Peut-être que c'est ce qui leur convient le mieux à eux. Le gouvernement dit que les villages sédentaires offrent de meilleures conditions de vie. Moi, j'ai choisi de continuer à vivre la vie que j'ai toujours connue. C'est mon choix. C'est ce qui convient le mieux pour moi. Voilà ce que je dis. Même si j'étais le dernier à vivre de cette façon, je ne changerai pas de décision. La patrie de Tebaran est menacée par plusieurs dangers. Par la déforestation, par la construction d'un barrage hydroélectrique qui inonderait une grande partie de la région, et par un pipeline de gaz. De plus, une immense plantation de palmiers à huile transformera la région en monoculture. Tout ce qui a été créé appartient à tout le monde. Ça a toujours été comme ça. Nous avons choisi notre mode de vie et nous voulons qu'il soit préservé. Voilà mon message à tous ceux qui nous prêtent attention ou qui le recevront d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui viendront ici, tous ceux qui observeront attentivement cet endroit, combien d'arbres comme celui-ci ont-ils détruits? Et pourquoi des palmiers à huile? Comment les Pénanes feront-ils pour continuer à vivre ici? Si on ne réfléchit pas à cette question, si on ne la prend pas en considération, réfléchissez bien, rendez-vous compte. Les Pénanes de la forêt sont bien morts. Ils sont morts. C'est fini pour nous. C'est comme s'ils utilisaient un fusil, ou qu'ils jetaient une bombe, ou qu'ils prenaient une machette, une lance ou bien une sarbacane. Ceux qui détruisent la forêt assassinent les Pénanes de leurs propres mains. Plus de 10 millions d'hectares de forêt tropicale ont été abattus pour créer des plantations de palmiers à huile. On m'a expliqué que ces palmiers à huile qui poussent à la place de notre forêt profitent aux habitants d'autres pays. Mais l'Argus géant, les gibbons, les serpents et nous, les Pénanes, avons également des besoins. Nous ne pouvons pas nous passer de nos forêts. Je suis très inquiet à cause de tout ce que j'ai vu. J'ai vu des endroits couverts de palmiers qui occupent de vastes étendues. La terre et la forêt ont été exploitées, détruites, pour faire place aux palmiers à huile. Si ce type de plantation vient chez nous, ça entraînera la destruction de la forêt dans laquelle nous sommes. Je me suis donc donné pour mission de trouver des moyens d'empêcher la plantation des palmiers à huile. Je n'irai nulle part ailleurs, je suis ici. Et je resterai ici. Parce que je suis né ici et parce que je veux mourir ici. Les consommateurs occidentaux seront choqués en apprenant qu'ils jouent un rôle si peu glorieux dans la destruction des forêts de Bornéo. Pas seulement en achetant des essences tropicales, mais à travers les nombreux produits qu'ils consomment au quotidien. Le chocolat, les chips, les produits de lavage ou le shampoing sont tous concernés. La production d'huile de palme nuit à l'environnement et anéantit les peuples indigènes. Le rôle des plantations de palmiers à huile dans la destruction des forêts est passé sous silence.
Or, l'huile de palme se retrouve dans plus de 15% des produits vendus dans les supermarchés occidentaux. Comme l'huile de palme de Malaisie et d'Indonésie est moins chère que n'importe quel produit comparable, la demande augmente en flèche. Les carburants d'origine végétale doivent permettre de fabriquer de l'énergie non polluante. On fait croire aux consommateurs occidentaux que le carburant fabriqué à partir de l'huile de palme est une alternative durable aux énergies fossiles. Pendant que les propriétaires des plantations anéantissent la région de Tebaran, les citoyens des pays riches chauffent leurs maisons avec de l'énergie pseudo-verte, vantée comme une réponse à la crise mondiale de l'énergie. Nous devons trouver de meilleures solutions, d'urgence. Dans les années 80 et 90, l'industrie internationale du bois a commencé à s'intéresser aux forêts tropicales de Bornéo. Depuis cette époque, les forêts de Bornéo ont été décimées à un rythme qui n'a pas son équivalent dans l'histoire. Depuis quelques années, le volume d'exportation du bois de Bornéo a dépassé le volume cumulé d'exportation des pays africains et sud-américains. Et la transformation des forêts en plantations de palmiers à huile est tout aussi catastrophique. Exemple édifiant, en 1985, dans la partie indonésienne de Bornéo, les plantations de palmiers à huile couvraient une superficie de 600 000 hectares. Aujourd'hui, elles occupent 10 millions d'hectares, soit 17 fois plus. J'aurais bien aimé emmener Tebaran et son petit-fils aux Nations Unies. J'aurais tellement aimé les voir témoigner devant l'Assemblée générale. Les grands de ce monde devraient écouter un des derniers chasseurs-cueilleurs de la planète, mon ami. Mais c'est impossible. Tebaran et son peuple ne disposent d'aucun droit, d'aucun passeport. Ils ne peuvent pas se justifier. L'humanité doit connaître leur histoire. Ceci est le testament de Tebaran. Und auch